Bonjour Julien et merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'inviter. Écoute, c'est un grand honneur. Comme je le disais, je te suis depuis un petit moment et ça me fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi. On va commencer par le plus simple. Est-ce que en quelques mots, tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Avec les années, là, ça fait déjà une vingtaine d'années maintenant que j'ai créé mon entreprise. Je remarque que ces 10 dernières années, quand on me demande de me présenter, j'aime bien dire que je suis un jardinier, tu sais, de manière métaphorique, parce que j'ai vraiment le sentiment de semer des graines autour de moi, à travers toutes les activités, que ce soit les activités liées à l'innovation en éducation ou c'est quoi le bonheur pour vous, parce qu'on fait des vrais ponts entre l'éducation et le bonheur et la connaissance de soi. Dans ces deux activités, ouais, j'ai vraiment de semer les graines et je vois en fait que ça fonctionne. Donc j'aime bien dire que je suis un jardinier. Et après, bah, de manière un peu plus pragmatique, pour mettre des étiquettes, même si j'aime pas les Mhm. étiquettes, bah, on peut dire que je suis réalisateur de films et producteur de films. Bah, je suis auteur aussi là récemment avec le livre C'est quoi le bonheur pour vous. On est aussi auteur et créateur d'un jeu de cartes qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous. On a créé des événements, donc on peut se dire que aussi on est des spécialistes maintenant de l'événementiel. Il y a le Festival pour l'école de la vie qui existe depuis 6 ans à Montpellier, le Congrès Innovation en éducation qui existe aussi depuis 6 ans. Et puis là, bah, dernièrement, c'était pas plus tard que le week-end dernier, on a organisé notre premier congrès C'est quoi le bonheur pour vous à Arcachon. C'était génial. Donc on a cette casquette-là. Quand je dis on, c'est parce que je suis pas seul, hein. Mais du coup, j'ai cette casquette-là. Et puis, on peut considérer que je suis un chef d'entreprise intuitif dans la mesure où tout ce que je fais jusqu'à présent, c'est vraiment de manière purement intuitive, en suivant mon intuition, tout simplement, parce que j'ai appris à l'écouter depuis que je suis tout petit et que j'ai mis en place des outils en fait dans mon quotidien pour prendre soin de moi, pour être bien dans mon corps, être bien dans ma tête. Et donc du coup, bah, je suis plus connecté peut-être que la moyenne à ma partie créative et intuitive. Super, super. Et petite question, parce que on va dire que tu es un spécialiste du bonheur, en gros, puisque c'est quoi le bonheur? C'est vraiment un point important et notamment, j'encourage les gens à regarder le film parce que c'est exceptionnel d'avoir parcouru autant de kilomètres et d'avoir vu autant de personnes pour leur poser cette question, qui n'est pas toujours facile d'ailleurs à répondre. Ouais. Euh, et qu'est-ce qui t'a amené, toi, à faire cette quête, en fait, à rechercher un petit peu cette recherche du bonheur ou en tout cas de sa définition? Bah, là encore, ça a été quelque chose de très intuitif. Donc, il faut remonter à l'époque, je crois que c'était en 2013. Moi, j'ai créé en parallèle de ça une agence de communication qui est dédiée aux thérapeutes et aux professionnels du bien-être. Et c'était une période où j'organisais dans 17 villes en France, en Angleterre, en Suisse et en Belgique des rencontres pour fédérer les thérapeutes. Et là, à cette époque, je voulais faire la même chose à Montréal, donc au Canada. Et donc, je suis parti là-bas un mois. Et pendant ce périple, moi, j'aime bien dormir chez les gens quand je voyage. Et donc, à un moment donné, c'était au mois de décembre, il faisait moins 40 degrés, je crois. Il y avait un blizzard, donc on ne pouvait pas sortir. Et puis voilà, on a refait le monde avec cette jeune fille. On a parlé du bonheur. Et à un moment donné, avant qu'elle commence de parler du bonheur, je lui ai dit, est-ce que ça ne te dérange pas que je te filme avec mon téléphone? Et c'est en regardant cette vidéo le soir que j'ai trouvé ça génial dans le format, dans ce qu'elle transmettait, en fait, dans les émotions aussi qu'il y avait derrière. Et comme je te disais, j'écoute mon intuition. Donc, moi, très souvent, quand les choses sont justes ou bonnes, ou on va dire en accord avec plein de choses que je ne maîtrise pas, j'ai des frissons. Et donc là, en l'occurrence, j'ai eu des frissons et je me suis dit, bon, bah, allez, je vais continuer le temps que je sois au Canada pour poser cette question à des Canadiens, à des Québécois, en l'occurrence, parce que j'étais dans la partie francophone. Et donc, je crois que j'en ai interviewé une vingtaine sur place, dans le train, dans des bus, dans la rue, dans les supermarchés, dans les malls, tu sais, ces grands Hmm. centres commerciaux. Et en fait, l'équipe avec laquelle je bossais à l'époque n'était pas du tout au courant que je faisais ça. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bah tiens, je vais leur envoyer les vidéos quand même pour qu'ils me disent ce qu'ils en pensent. Et ils ont surkiffé. Ils m'ont dit, ah, mais c'est trop bien, on va les publier sur la page Facebook Néo Bien-être. Et puis au fur et à mesure que moi j'ai continué, parce que je me déplace 6 mois de l'année un petit peu partout, au fur et à mesure que j'ai continué, bah, je voyais en fait qu'il y avait des gens pour qui potentiellement ça pouvait changer leur vie d'écouter une interview d'1 minute 30 d'un gars que j'avais chopé dans la rue et qui disait quelque chose qui te venait percuter, quoi. Et j'avais pas du tout anticipé ça. En fait, pour moi, c'était juste quelque chose de très fun et très ludique. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, on tient vraiment un truc qui est énorme, quoi. Apparemment, on peut, en 1 minute 30, générer un déclic chez une personne qui est je ne sais pas où en France ou à l'autre bout du monde. Donc ça m'a motivé à continuer.
à interviewer des gens, interviewer, parce que comme je te le dis, je me balade 6 mois de l'année, donc bah, en fait, je rencontre quand même beaucoup de monde, tu sais, quand tu voyages. Donc j'ai profité de ça, de mes voyages perso et professionnels, et de fil en aiguille, en réalité, je me suis laissé embarquer par ça, quoi. C'est-à-dire que c'était tellement grisant de poser cette question, d'échanger avec les gens. Je pense qu'à l'époque, il y avait personne en fait qui avait posé cette question, en tout cas qui commençait un peu à le médiatiser, parce que nous, on était dans notre microcosme, hein. TF1 n'était pas au courant de ce qu'on faisait, et peut-être trois quarts de la population n'était pas du tout au courant de ce qu'on faisait. Mais dans notre microcosme, on voyait que c'était impactant et que ça générait des choses très intéressantes. Donc voilà, je me suis laissé embarquer là-dedans. Et puis au bout de 2 ans, je crois, ou 3 ans, j'avais le sentiment d'avoir fait le tour de la population. Et là, j'ai voulu rencontrer des spécialistes, des écrivains, des scientifiques, des maîtres spirituels, des chercheurs en bonheur, d'autres qui ne sont pas du tout spécialisés là-dedans, mais qui sont experts dans leur domaine. Parce que j'étais très inspiré de Terre vue du ciel à l'époque de Yann Arthus Bertrand, qui faisait des belles images, lui, en hélicoptère, et qui allait à la rencontre de gens, de spécialistes dans le monde de l'environnement. Donc moi, je me suis acheté un drone, c'était l'époque où le drone venait d'arriver, et je me suis retrouvé pendant au moins 2 ans, je crois que ça a duré 2 ans, avec 20 kilos de matériel. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les interviews que j'ai réalisées, en fait, je les fais seul. Donc, il n'y avait pas d'équipe de tournage avec moi. Donc, ouais, j'avais à peu près 20 kilos de matos. Il y a juste une fois où j'ai eu l'idée de proposer à des internautes de partir avec moi pendant 10 jours sur la côte. On est parti de Nantes jusqu'à Bidart en vélo. Et là, je leur ai proposé de m'aider à interviewer la population. Ça, c'était vraiment génial comme expérience. Mais sinon, tout le reste, ouais, je l'ai fait seul. Et voilà. Et en fait, c'est au bout de 4 ans, un peu épuisé quand même de m'être déplacé partout, que je me suis dit, tiens, j'ai quand même 300 heures de rush. Et là encore, intuitivement, je me suis dit, bon, peut-être que je peux essayer d'en faire un film. Et donc, je bidouillais un petit peu, tu sais, sur YouTube. J'ai essayé, et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était très compliqué, que j'avais pas les compétences ni le temps. Et je sais pas si c'est des choses qui te parlent, mais moi, il y a beaucoup de synchronicité dans ma vie. Et au moment où je me suis dit, il me faut un spécialiste qui puisse m'aider en fait à monter ce film, et ben, j'ai mon téléphone qui a sonné, Laurent Quéra qui s'est présenté, qui cherchait un stage. Il a fait son stage ici. Après, bah, je l'ai embauché, quoi. Il a été employé pendant 1 an et demi, je crois, ou 2 ans. Et voilà, en fait, ensemble, on a monté et le film C'est quoi le bonheur pour vous et après l'école de la vie, une génération pour tout changer. Et donc, bah, en fait, tu vois, je me suis laissé embarquer par le bonheur sans l'avoir prémédité. J'ai juste suivi une pulsion, une intuition. Et j'aurais pas imaginé, à la sortie du film, qu'en moins d'1 an, on allait faire 1 million de spectateurs au cinéma, quoi. Franchement, bah, parce que moi, je suis pas issu du monde du cinéma, je suis pas producteur, je suis pas distributeur, enfin, c'est pas mon métier. J'ai fait ce film avec des bouts de ficelle, vraiment, parce que bah, j'ai pas des millions d'euros, moi, pour réaliser un film. Donc, euh, donc c'était dingue. Franchement, ça a été une époque fou, quoi. Il est sorti en 2017 et la première année, j'étais dans plus de 300 salles de ciné, blindées. Ça nous arrivait à 2 reprises de remplir tout le ciné, toutes les salles du cinéma. Wow, T'imagines? c'est génial. C'était un truc de fou. Et voilà. Et en fait, ouais, voilà. Après, quand j'ai vécu cette expérience avec ce film, je me suis dit, waouh, en fait, on peut véhiculer quand même des messages qui sont juste très importants pour moi à travers un film. Et donc, comme l'éducation est essentielle et primordiale dans mon prisme, je me dis qu'à chaque Mm. fois, tout part de l'éducation. Bah, je me suis dit, j'allais faire un film très vite dans la continuité, justement, qui parle d'éducation, à la rencontre d'enseignants, de professionnels dans le monde de l'éducation, pour voir comment on peut changer, accélérer le système, voir en fait ce qui existe, ce qui n'existe pas, enfin, etc., etc. Donc voilà, ouais, je me suis laissé embarquer par ça. Et c'est génial, c'est génial. Moi, ce que j'ai apprécié dans le film, puisqu'on en parle, c'est que justement, tu as un panel de la population. Et donc, on ne peut pas être d'accord forcément avec tout le monde, mais c'est ça qui Bah est oui. intéressant, justement. On a tous des définitions différentes du bonheur. Mm. Et c'est vrai que c'est super intéressant d'avoir justement cet échange de plein de gens différents et cet apport de plein de personnes différentes. Carrément. Voilà, et je trouve ça vraiment très inspirant. C'est franchement le Et top. encore, et encore, j'ai été limité. J'ai été limité Ouais, parce que tu imagines 1500 interviews, tu peux pas les mettre dans un film. Donc c'était vraiment drastique de sélectionner les gens qu'on allait mettre dans le film, parce qu'on en a mis une quarantaine quand même, mais c'est quand même pas assez. Et donc pour pallier à ça, pour ceux qui aimeraient d'ailleurs voir le film, il est sur YouTube. Vous tapez C'est quoi le bonheur pour vous. mm, Et sur la chaîne YouTube qui héberge ce film, on a mis en ligne quasiment toutes les interviews que j'ai réalisées. Donc voilà, c'était une façon pour nous de pallier au fait qu'on ne pouvait pas tout mettre dans le film. Et donc, on invite d'ailleurs les gens dans le film à se dire, voilà, si vous voulez voir d'autres définitions, bah, allez sur notre chaîne YouTube, quoi. ouais, génial. Allez, on va retourner vers l'éducation, l'apprentissage, parce que comme tu le sais, vraiment, moi, l'idée, c'est de pouvoir parler de comment, en tant qu'adulte, on peut continuer à apprendre et on peut toujours être motivé.
Ouais. à apprendre. Dans tes expériences, de ce que tu as pu voir, est-ce que tu vois dans l'esprit une différence entre l'apprentissage des enfants à l'école et l'apprentissage des adultes? Est-ce que tu as noté des choses différentes pour toi? Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question, c'est-à-dire Vas-y. en termes de Oui, en méthodologie. termes de psychologie ou en termes de méthodologie ou voilà, ton retour d'expérience par rapport à ce domaine-là. Bah, moi, ce que j'observe surtout, c'est que ça évolue forcément, ça évolue avec le temps. Dans le monde de l'éducation, donc là, je vais isoler l'éducation Ouais. nationale, ça avance pas assez vite. Ça avance, mais ça avance pas assez vite. C'est-à-dire que le sentiment qu'on peut avoir, donc quand je dis on, c'est les enseignants, les professionnels dans le monde de l'éducation, tous ceux en fait qui essaient de faire du mieux qu'ils peuvent pour accompagner les enfants. On a quand même un sentiment global qu'on est sur un système qui est archaïque, qui date d'un siècle à peu près et qui avance pas beaucoup, quoi. Mais une fois de plus, ça avance, mais ça avance vraiment de manière très timide, quoi. Par contre, ce qu'on ne voit pas, c'est si partons du principe qu'il y a 1 million d'enseignants. Et ben, sur ces 1 million d'enseignants, il y a à peu près 500 000 enseignants qui se bougent, c'est-à-dire en fait qui sortent du cadre, qui vont se former Mmh. par eux-mêmes, donc qui vont faire des formations à l'extérieur, donc par leurs propres sous, hein, parce que c'est pas financé ni par l'État ni par l'Éducation nationale, pour un peu comme un chercheur tester des choses dans leur classe et voir en fait ce qui marche pas, en fonction de ces enfants qui sont tellement différents de ce que nous on était de notre génération. Moi, je suis né en 78. Bah, c'est clair que, par exemple, dans ma classe, je me rappelle, je crois que j'étais le seul dyslexique et dysorthographique. Là, à l'heure d'aujourd'hui, dans les classes, tu as je ne sais pas combien de TDAH, d'hypersensibles, de Mmh. dyslexie, de dysorthographique, de dyspraxie, de tout ce que tu veux, quoi. Et là, enfin, c'est nettement visible, quoi. Tout le monde le dit. En une génération, parce qu'on va dire, allez, ça fait à peu près 25-30 ans, quoi, on voit bien en fait que les enfants sont différents. Et ça s'explique, hein, il y a beaucoup de professionnels qui le disent de manière très pragmatique et biologique. On utilise notre cerveau de manière très différente de la façon dont on l'utilisait à l'époque. C'est juste une évolution en fait de l'être humain. Donc, techniquement, on ne peut pas rester sur les outils et les pédagogies qu'on mettait en place au sein de l'éducation nationale parce que justement, les enfants sont différents tout simplement Mmh. biologiquement, quoi. Donc, moi, je vois les deux en fait. Je vois le fait que l'éducation nationale peine à avancer beaucoup plus rapidement et en même temps, je suis en contact avec tous ces professionnels qui se bougent et qui essayent de faire avancer le système à leur manière, quoi, en gros. Et moi, je crois beaucoup à ça. Tu sais, je te disais que j'étais jardinier et que je semais des graines. Bah, je pense que ces enseignants font la même chose, en fait. C'est des jardiniers en puissance qui potentiellement peuvent inspirer leurs collègues, puisque la moitié du coup des autres collègues, les 500 000 autres, bah, ils sont pas du tout open, tu vois, et souvent ils sont Mmh. très critiqués, on leur met souvent aussi des bâtons dans les roues. Enfin, franchement, il faut les remercier, hein, les enseignants, ils font un travail qui est extraordinaire. Donc, quand on organise le congrès Innovation en éducation, où il y a quand même globalement 90% de professionnels du monde de l'éducation qui sont là, on voit bien en fait quand ils repartent avec un plein d'énergie, d'idées, d'outils, etc., qui vont appliquer, beaucoup nous le disent, dès le lundi, tu sais, quand ils vont en cours. Mmh. Et ça, on ne le voit pas parce que le mainstream ne parle pas de tout ça. Et pourtant, tu vois, ça fait 10 ans que nous, on met beaucoup d'énergie dans l'éducation. On a même un magazine papier qui s'appelle Innovation en éducation, qui est quand même distribué à 8000 abonnés dans 40 pays. Mais je pense qu'il y a, tu vois, 8000 personnes sur 60 millions en France, c'est quand même pas beaucoup. Donc, J'en fais partie. merci. Et donc, on essaie de faire du mieux qu'on peut pour qu'il y ait plein de gens qui soient au courant de ce magazine, parce qu'on trouve qu'il est vraiment d'utilité publique, quoi. Nous, on rêverait que toutes les écoles l'aient, tu vois. Et donc, il y a énormément d'initiatives, il se passe plein de choses, c'est une espèce de grande boîte de Pandore, mais personne ne le voit. Donc ça, pour moi, c'est le côté, on va dire, éducation, formation, accompagnement au niveau des enfants. Au niveau des adultes, j'ai un peu moins d'infos parce que c'est pas forcément là où moi je me dirige dans mes activités. Ouais. Euh, alors, on a créé une formation, mais qui n'est pas vraiment une. En fait, on a créé une académie pour accompagner les futurs parents, où on a créé une espèce de... C'est pas un podcast, j'aime pas le terme. Si, c'est un peu comme une formation, mais en fait, c'est des enregistrements. C'est-à-dire qu'on a rencontré 15 professionnels pour accompagner les futurs parents, donc avant d'être parents, à tous les niveaux, en fait, vraiment pour les Mmh. préparer. Et aussi, ben, un mois après que l'enfant soit arrivé. Et donc, c'est des modules, si tu veux, qu'on écoute comme ça, les uns après les autres. Donc, c'est vraiment purement que de l'audio. Mais quelque part, c'est une formation. Donc, nous, on voit évidemment les bienfaits que ça peut apporter à ses futurs parents. Mais nous, dans nos activités, on ne s'est pas lancé dans la formation pour adultes. Donc là, j'aurais pas de billes. Je pourrais pas te dire.
Pas de souci, pas de souci. Non, c'est super inspirant. Je me posais aussi la question en t'écoutant, là, tu m'as dit, j'ai beaucoup voyagé, je voyage 6 mois par an, etc. Est-ce que dans tes voyages, par exemple, à l'étranger, tu as vu des choses qui étaient mises en place, alors pas forcément sur l'éducation pour adultes, mais de l'éducation en général, et de Oui. choses qui pourraient être inspirantes et qui, alors, je sais que tu le mets souvent dans le magazine notamment, mais est-ce que tu as deux, trois idées comme ça qui te viennent en tête? Ouais, mais il y en a plus que même deux, trois. En fait, il y en a plein, mais à chaque fois, ce que je dis très souvent, c'est que c'est pas duplicable, forcément. C'est-à-dire qu'on Ouais. peut pas faire un copier-coller parce que culturellement, c'est tellement différent d'un pays à un autre qu'on peut s'en inspirer. On peut se dire, par exemple, là, je pense au Danemark, à la Finlande, à la Suède, où ils ont intégré des cours d'empathie, par exemple. Mm, Ça fait partie vraiment de leur cursus. Mais pour autant, même au Canada d'ailleurs. Et là, je vais parler juste de la Suède et du Canada. Dans un des magazines Innovation et Éducation, à un moment donné, on parle justement de la Suède. C'est un magazine qui a été dédié au tour du monde des pédagogies. Et donc, on parle de la Suède, parce que la Suède est souvent mise en avant mm, comme quoi elle est avant-gardiste quoi, dans le monde de l'éducation. Et en fait, on a fait témoigner de manière. On avait envie que cette personne témoigne parce que ça fait 5 ans qu'elle habite là-bas, c'est une Française. Et en fait, elle casse un petit peu tous les codes et tout ce qu'on pense, nous, de la Suède, comme quoi ils sont beaucoup d'avance sur nous. Parce qu'elle dit, écoutez, moi, les gars, ça fait 5 ans que je suis sur place, on est très, très loin de l'image qu'on peut avoir quand on est en France. Et puis, elle nous détaille, bien évidemment. On précise dans le magazine que ça reste son regard et son point de vue, mais c'est quand même intéressant, je trouve, d'avoir ce regard-là, tu vois, d'une Française qui vient s'installer en Suède et qui voit que finalement, non, c'est pas vraiment ce que nous, on imagine, quoi. Et pareil au Canada. Moi, j'y suis allé 5-6 fois au Canada. Au début, tu as l'impression qu'ils ont 15 ans d'avance sur nous. Et au final, à chaque fois que tu y vas et que tu discutes avec les gens sur place, ils te disent, vous savez, en fait, vous êtes très bien logés en France quand même, hein. Et puis tu commences à comprendre, tu vois. Donc, on peut dire l'empathie, par exemple, qui est mise en place, toutes les ouais. techniques de relaxation aussi, de sophrologie, de méditation, de cohérence cardiaque, tout ça, en fait, c'est mis en place souvent dans les pays du Nord. Et on voit bien, en fait, tous les effets que ça peut apporter dans la classe, et notamment aussi pour les enseignants. Et puis, il y a des petites techniques aussi qui sont mises en place dans ces pays, mais qui sont toutes bêtes. Tu sais, c'est la gestion des émotions. C'est-à-dire qu'en fait, quand les enfants arrivent, ils tirent quelque chose dans un panier. Ils ont des petits logos. Tu sais, par exemple, Mm. là, moi, je suis pas en forme. Mais il a un petit logo, en fait, qui matérialise que lui, aujourd'hui, il n'est pas en forme, quoi. Ça, nous, en France, on ne le fait pas. Mais il y a très, très peu d'enseignants qui le font. Ouais. Voilà, en fait, il y a plein de petites routines comme ça qu'on pourrait mettre en place dans notre quotidien en tant que professionnel de l'éducation et d'enseignant. C'est pour ça que pour nous, ouais, le magazine, le congrès est important parce que ça peut les inspirer justement à passer à l'action et à tester les choses, quoi. Mais nous, on en est vraiment aux prémices encore en France. Ouais, c'est vraiment on est ouais, ça papillonne, quoi. Oui, c'est sûr. Après, je sens quand même qu'il y a une envie, comme tu le disais, la Oui, plupart des enseignants. Et puis, il y a ce point-là qui est aussi pour moi assez important, c'est de se dire que est-ce qu'il y a que l'école pour nous apprendre dans la vie? bah non, clairement non. Tu Voilà, prêches c'est un vrai que c'est convaincu. voilà, c'est ça. Et j'ai un peu l'impression parfois aussi qu'on a tendance à ne vouloir que se focaliser sur l'école pour l'apprentissage, en se disant qu'il y a peut-être d'autres façons d'apprendre et que ça vient aussi peut-être un peu de nous, tout simplement, Ouais, d'aller chercher un petit peu oui, ça autour peut. d'autres façons d'apprendre. Ça peut, ça peut. Ah, ça- Après, dans les systèmes pédagogiques, on va dire les plus connus, un peu différents, il y a aussi ce qu'on appelle les écoles, tu sais, dites alternatives, qui Ouais. sont des écoles privées, qui coûtent très cher, qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Mais en même temps, elles appliquent aussi beaucoup de choses qu'on retrouve dans les pays du Nord, justement. Donc, on Mm. peut citer Montessori, Steiner, Freinet, De Crowley, il y en a plein, Summerhill aussi, etc. Et après, il y a toutes les écoles qui sont en pleine nature aussi, c'est un autre type de pédagogie. Il y a ce qu'on appelle les écoles libres, les écoles démocratiques. Enfin, il y a vraiment plein de principes. Et je trouve ça génial parce que ça, on voit en fait, si on est 8 milliards d'individus aujourd'hui, on est quand même a priori 8 milliards d'êtres différents. Et probablement, peut-être même dans notre système d'apprentissage. Et donc, le fait qu'il y ait plein d'outils, qu'il y ait plein de pédagogies différentes pour accompagner les enfants, donc les individus, je trouve ça génial parce que peut-être Montessori, par exemple, ça va être bien pour toi, mais ça ne sera pas bien pour moi. Et que moi, ça sera autre chose. Peut-être c'est d'être en pleine nature, par exemple, et puis d'apprendre en testant des choses, en manipulant des objets. Voilà, on est vraiment tous différents à ce niveau-là. Mais il y a beaucoup d'initiatives qui ne sont pas assez relayées, une fois de plus, médiatiquement, dans ce sens-là. Nous, c'est ce qu'on voit dans nos activités Ouais. liées à l'éducation depuis 10 ans. C'est incroyable. Je te dis, c'est vraiment une boîte de Pandore. On n'imagine pas en fait le nombre de professionnels qu'il y a dans ce secteur. C'est vraiment dingue. Je te rejoins à 200% sur ce domaine. Et, c'est un peu notre rôle, voilà, de faire Ah que ouais. les gens, les gens sachent que ça existe et qu'il y a d'autres façons
d'apprendre ou d'autres Ah façons ouais, de transmettre ses connaissances. Ça, je suis d'accord avec toi. c'est ça. Euh, Vas-y, Moi, je moi, t'en prie. ouais, moi, tu parlais de l'école de la vie, et moi, je te disais que ça me parlait beaucoup. J'ai vraiment le sentiment aussi que la vie a été une autre école, en fait, dans ce que je suis à l'heure d'aujourd'hui. Et une fois de plus, ça ne serait pas forcément applicable pour quelqu'un d'autre, Mm. mais je sens que pour ce qui me concerne, ça m'a appris énormément de choses que je n'aurais pas appris sur les bancs de l'école. Ça m'a construit, ça a été quelque chose de parallèle, comme le Kung Fu, par exemple, j'en ai fait pendant 14 ans. Ça m'a amené à être champion de France en 99. Bah, ça a été aussi une autre école, c'est une autre école de la vie. Ça m'a appris plein de choses sur moi, sur mon corps, sur une forme de discipline, enfin tellement de choses, ces fameux soft skills aussi dont on parle souvent. Mm. Pour moi, le Kung Fu, ça m'a apporté énormément de soft skills. Enfin, je crois qu'il y a vraiment plusieurs écoles, entre guillemets. Une des conditions, c'est pour les parents, c'est d'essayer de faire confiance un maximum aux enfants et de les laisser faire, les laisser tester. Moi, je me rappelle, par exemple, en parallèle de ça, j'ai fait 14 ans de skateboard aussi. J'ai même voulu faire de la compète, mais bon, j'avais pas le niveau. Mais j'étais vraiment très souvent en train de m'entraîner dans Paris en faisant du skate. Et là encore, en fait, la rue, c'est encore une autre école. Parce qu'il se passe beaucoup de choses dans la rue. Tu fais des rencontres, tu dois faire des choix. Enfin, voilà. Et là, je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, vu tout ce qui est médiatisé, donc à travers le mainstream, ça sclérose beaucoup les gens et donc notamment les parents, quoi. Il y a vraiment un état anxiogène qui est, tu vois, une espèce de chape anxiogène. Ouais. Et donc c'est clair que moi, ce que j'ai vécu, où certes, je pense que ma mère était bien en roue libre quand on lâchait prise en me disant, bah, je fais confiance de toute façon. Mais nous, on vivait pas ça quand même à l'époque, tout ce que là, on vit une fois de plus médiatiquement. Parce que pour moi, c'est vraiment ce pouvoir anxiogène qui est médiatique qui fait peur à tout le monde, quoi. Donc, donc ouais, l'école de la vie, c'est pas à négliger, quoi, on va dire. Ouais, je te rejoins, je te rejoins. Je pensais à une chose en t'écoutant. Il y a aussi une notion de connaissance de soi. Il y a Oui. aussi une notion de savoir comment on fonctionne et tu vois une corrélation, toi, avec justement une façon d'apprendre derrière. Bah Forcément, j'ai ouais. la réponse, mais Ouais, je ouais. voulais avoir ton avis. Ah bah tellement, en fait, moi, c'est quelque part, en fait, c'est tout le fruit de mes 20 dernières années d'essaimage de graines en tant que jardinier. C'est vraiment ça, en fait. Moi, je dis très souvent, ma punchline, c'est tout part de l'éducation, et si tout part de l'éducation, alors tout part de la connaissance de soi. Et moi, j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille où, justement, on parlait de ça très tôt. J'ai cette chance d'avoir commencé à l'âge de 10 ans, en fait, à cheminer vers moi. Évidemment, on dit très souvent que c'est le chemin d'une vie, et je le confirme, hein, je continue encore à apprendre sur moi en permanence. C'est une vraie démarche. Pour moi, c'est une vraie responsabilité citoyenne, tu vois, de prendre soin de soi et d'apprendre à se connaître à tous les niveaux, vraiment tous les niveaux, notre corps, notre état d'esprit, nos émotions, enfin plein de choses. Et donc oui, j'allais dire je milite, mais j'aime pas du tout ce terme, donc c'est pas ce que je veux dire. Je mets de l'énergie depuis très longtemps pour que justement on essaie d'intégrer le plus tôt possible dans notre société, parce que c'est pas que l'éducation nationale, c'est pas que les parents, c'est pas que les professionnels, les entreprises, etc. Ça devrait être un vrai mouvement sociétal d'intégrer le savoir-être et la connaissance de soi le plus tôt possible. Parce que je te dis, moi, je vois le temps que ça m'a fait gagner quand même dans ma vie. À 23 ans, à l'époque, j'étais un peu un ovni hein, de créer mon entreprise. Hein. Maintenant, c'est un peu plus commun, les jeunes se lancent beaucoup plus facilement. Mais bon, en plus, moi, j'avais pas du tout les billes, quoi. J'étais dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au sixième étage sans ascenseur à Paris. J'avais pas de thunes parce que je sortais d'une période où j'avais été SDF. Je suis dyslexique et dysorthographique. Enfin, j'avais pas du tout les cartes entre les mains pour créer une boîte. Et pourtant, j'ai créé le marché du tourisme bien-être et éco-responsable à l'époque, Ouais. sans m'en rendre compte. Mais pourquoi? Parce que justement, pendant toutes ces années, donc on va dire de 10 à 23 ans, bah, j'ai cheminé vers moi, j'ai appris à me connaître, quelles sont mes compétences, mes qualités, mes dons, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que je peux apporter en fait à l'humanité, tu vois. Et ça, c'est une vraie notion qui est ressortie du film C'est quoi le bonheur pour vous? Pour les gens qui se posent la question, mais c'est quoi les ingrédients, les outils pour tendre vers le bonheur? Bah, dans un premier temps, j'ai envie de dire, c'est le lien social. Ça, c'est une des grandes études qui a été menée par Harvard qui a suivi des gens pendant 75 ans. Et en fait, ce qui est ressorti, bah, c'est le lien social, la qualité des liens sociaux. Dans un deuxième temps, c'est de donner du sens. Et c'est là où je rejoins ce que je disais, c'est-à-dire que à partir du moment où tu as décelé tes compétences, qui tu es, ce que tu peux apporter justement à l'humanité, déjà tu te sens utile, ça c'est un autre ingrédient, et en même temps ça donne du sens à ta vie. C'est-à-dire que moi, tous les matins, quand je me réveille, le sens que j'ai, c'est de voir que tout ce que je fais, c'est impactant et que ça participe à une éclosion positive dans notre société. Et donc, bah, voilà, tout ça a fait qu'à un moment donné, je me suis lancé et j'ai voulu créer mon entreprise parce que je me connaissais bien, quoi. Donc oui,
Moi, je fais partie des gens qui n'arrêtent pas de dire tout part de la connaissance de soi. Là encore, au congrès C'est quoi le bonheur pour vous? J'ai commencé mon intro de la conférence un peu dans ce sens-là, en rappelant que, ouais, on a tous cette responsabilité, il faut vraiment pas l'oublier, de prendre soin de nous en priorité avant de prendre soin de notre femme, de nos enfants, de notre chérie, de notre Mm. entreprise, etc., etc. Et très souvent, les gens, quand même, le comprennent, tu vois, intellectuellement. Mais en fait, dans la salle, ou là, en l'occurrence au congrès, mais de manière globale, il y a très peu de gens qui l'appliquent vraiment convenablement dans leur vie parce que ça demande de la rigueur, ça demande de Mm. la discipline, ça demande de sortir de sa zone de confort régulièrement. Tu vois, c'est des notions en fait qui ne font pas rêver les gens. Ouais. C'est pas comme un Doliprane, quoi. Tu prends pas un cachet, puis ça y est, en fait, tu as toutes les compétences et tu es bien avec toi et tu es bien avec les autres, quoi. Non, en fait, oui, ça nécessite des efforts et de l'énergie, quoi. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Puis je rebondis sur ce que tu disais sur connaître ses talents et notamment par rapport à la dyslexie, parce qu'il m'arrive à savoir souvent justement des personnes en face de moi qui me disent je suis dyslexique et ils prennent ça comme une fin en soi. C'est-à-dire que Ah ouais, voilà, ok. fin de l'histoire, je suis dyslexique, point. Ah ouais. Et, Alors ouais, il faut leur faire écouter mon TEDx. Ça peut les rassurer. et oui, voilà, c'est ça, c'est super intéressant parce que bah ok, t'es dyslexique, mais t'as d'autres talents. Hein, alors, ouais, voilà. Et Carrément. heureusement, Ah oui, heureusement, alors c'est vrai que je travaille beaucoup avec la théorie des intelligences multiples, notamment, même si elle est un ok. peu mise en cause parfois, voilà, c'est quelque chose qui me permet de donner un peu confiance aux gens en leur disant, mais tu as d'autres talents. Moi, je voulais savoir, toi, justement, un peu plus personnellement, en tant que dyslexique, dysorthographique, comment maintenant, à l'âge adulte, comment toi tu le gères et qu'est-ce que tu as mis en place pour justement, on va dire, contourner un petit peu la situation ou en tout cas s'y adapter, quoi. Ouais. Bah déjà, je voudrais rebondir sur ce que tu disais. Tu vois, Mm. j'avais jamais imaginé un jour en tant que 10 que j'allais écrire un livre, par exemple. Ouais. Je peux te dire, c'est compliqué quand même. Ça traverse pas du tout ton prisme de réalité. Et pour Mm. autant, là, mon bouquin est sorti le 1er juin. C'est quoi le bonheur pour vous, en chemin vers soi? Et je pense que ce bouquin aussi peut être très inspirant pour tous les 10. Toutes les personnes, en fait, tu sais, qu'on dit hypersensibles, TDAH, qui sont différents, en fait, à qui on a mis des étiquettes. Je commence Mm. d'ailleurs le livre en leur disant, rassurez-vous, en fait, on peut créer notre vie de rêve, même si on nous a dit qu'on était différents, quoi. Et moi, bah, de mon enfance, comment j'ai géré ça? Je sais pas si c'est un coup de chance, je sais pas si c'est un choix, si je sais pas ce que c'est précisément, mais le jour où on m'a dit que j'étais 10, j'avais 6 ans et j'ai pas Ouais. capté. Tu as 6 ans, tu comprends pas en fait. On te dit que t'es Ouais. 10. Moi, j'ai que retenu, t'es différent. Et en fait, bah, quand t'es gamin, tu te sens pas différent de tes camarades, quoi. Tu vois, t'es juste Mm. un enfant. Donc, moi, je ne voyais pas de différence avec mes camarades, mais à force qu'on me le dise, que je me retrouve au fond de la classe, j'ai commencé à croire en fait que j'étais vraiment différent, tu vois, Mm. et que j'avais un problème entre guillemets. Et donc, bah, perte de confiance totale. C'est hyper rapide. Enfin, c'était d'ailleurs dès la maternelle, je crois, dès la primaire. En fait, perte de confiance hallucinante. Tu vois tes petits camarades qui ont des bonnes notes, qui ont des bons points. À l'époque, on donnait des bons points, tu sais. Ouais. Quand Ouais. Et ben moi, j'avais pas ma petite boîte qui était remplie de bons points. Et pourtant, je faisais des efforts. J'essayais de vraiment, je me rappelle, de mettre beaucoup d'énergie, tu vois. Et puis en fait, c'est hyper blasant parce que tu n'y arrives pas. Tu as au moins 40 fautes d'orthographe sur les dictées. En fonction, en plus de l'enseignant, il y en a qui se permettent des petites jokes, tu sais, Mm. petites remarques, quoi, qui sont pas forcément très positives. Difficile à gérer d'ailleurs quand tu es enfant. Et moi, je pense, c'est pour ça que je te dis, je ne sais pas si c'est de la chance, mais j'ai dû me dire, sûrement, donc c'est hypothétique, ok, je suis différent, bah, je vais cultiver cette différence. Et en fait, je suis devenu le clown dans la classe, quoi. Donc j'ai fait rire, je faisais rire tout le monde, jusqu'au lycée. En fait, jusqu'à la deuxième fois que j'ai passé mon bac. Moi, toutes les années après scolaire, c'était pour aller m'amuser et passer du bon temps avec mes potes, quoi, en gros, quoi. Parce que c'était très difficile pour moi de rester assis, concentré, à écouter les profs. Il y a eu de très rares profs. Il y a juste une prof de philosophie, mais c'est parce qu'elle avait un joli décolleté, Ah, ouais, ça joue. c'est ça, Ça joue. qui a retenu mon attention à l'époque. Donc je précise, hein, j'étais gamin, hein, c'était des cours de Oui, philo. oui. Je sais pas, je devais avoir 18 ans ou 19 ans. Mais j'étais pas le seul, hein. Je peux dire, tous les gars, en fait, on était scotchés, hein. Je sais pas si elle le faisait exprès, mais en tout cas, ça a retenu notre attention. On l'écoutait avec beaucoup d'attention. Et d'ailleurs, je me demande, même maintenant, tu vois, en discutant avec toi, c'est peut-être de là où je me suis intéressé à la philo, en fait, hein. Parce que ça fait partie de ma vie, en fait, maintenant, la philo. Ouais. J'adore tous les sujets philosophiques, philosopher avec des amis, des potes, des gens que je rencontre dans ma vie de tous les jours. Bon, tu vois, c'est une réflexion à chaud, Mm. j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai transformé ça comme ça. Je suis devenu vraiment le clown. Et puis, bah, au fur et à mesure, je pense que c'est un vrai message d'ailleurs pour tous les 10 et les gens qui sont différents. C'est que certes, j'avais perdu confiance en moi, mais grâce au Kung Fu, j'ai retrouvé la confiance en moi.
Parce que d'un coup, j'avais un adulte qui croyait en moi, qui me tirait vers le haut Mm. et qui, en fait, m'a montré en fait, que je pouvais être bon dans quelque chose, quoi. Et moi, très rapidement, j'ai vu aussi que je pouvais être bon dans quelque chose. J'ai vu dans le regard de ce maître que, il me faisait confiance, qu'il voulait m'accompagner. Et donc, du coup, la perte de confiance que j'ai eue à l'école s'est retrouvée en fait équilibrée avec ce que j'étais en train de développer dans les arts martiaux, et donc notamment avec ce maître. Et donc, moi, j'ai toujours tendance à recommander pour les parents, s'ils ont des enfants qui sont un peu différents, quoi, on va dire, d'essayer du mieux qu'ils peuvent de les accompagner à découvrir une passion. Donc, moi, ça a Mm. été le kung-fu, mais ça peut être la peinture, le dessin, la natation, la course à pied, peu importe ce que c'est. Mais je crois qu'à partir du moment où on décèle qu'on est bon, qu'on peut exceller, en fait, qu'on est bon dans quelque chose, on retrouve confiance en soi. Et après, une fois que tu as acquis cette confiance, elle reste toute ta vie. Et l'inverse marche aussi, quoi. C'est-à-dire, si tu as Mm. perdu confiance et que tu ne l'as pas récupérée, adulte, tu vas galérer après pour la retrouver, justement. C'est possible, hein. On peut reprendre les rênes de sa vie à tout moment, mais c'est vrai que c'est plutôt avantageux de gagner cette confiance le plus tôt possible dans notre vie, quoi. Donc moi, j'ai transformé les choses comme ça. Ma mère m'a amené voir beaucoup de professionnels à l'époque, hein, évidemment. Et puis, en fait, je crois que moi, ça m'apporte. Enfin, le sentiment que j'ai, c'est que j'ai l'impression que ça m'apportait pas grand-chose. Je ne dis pas qu'il faut pas le faire, hein, mais moi, de ce que j'ai vécu, je trouvais que ça. Voilà, les orthophonistes, ouais, je comprenais pas en fait ce que je faisais là, et pourtant j'y suis allé vraiment beaucoup de fois. Ma mère, elle était vraiment désemparée, elle essayait de trouver des solutions. Ouais, et puis c'était très particulier, tu sais. En plus, moi, comme j'avais un trop plein d'énergie, pour imager, quand j'étais chez moi, moi, je révisais la tête à l'envers sur un canapé. Et donc, dans la tête de ma mère et de mon frère, ils se disaient, non, Julien, on révise pas comme ça. Et je leur disais, oui, mais moi, j'ai l'impression que l'information, elle descend dans mon cerveau. Et en même temps, ça me permettait de réviser, quoi. Mais voilà, après, ouais, c'est comme ça que j'ai vécu, moi, ma dyslexie, ma dysorthographie. Et puis, aussi, une dernière chose, merci à ma mère, parce que moi, je fais partie des enfants qui avaient beaucoup de questions, justement, philosophiques et existentielles quand j'étais gamin. Elle ne pouvait pas répondre à tout, c'était très compliqué pour elle. J'avais même parfois, c'était assez étonnant, en fait, des informations ouais, que tu ne dois pas forcément avoir à ton âge, quoi. C'était assez étonnant. Et bref, elle me disait, écoute, moi, je ne peux pas t'aider, Julien. Va lire. Trouve des bouquins et apprends à travers les livres, quoi. Je disais, ouais, mais tu vois bien, moi, je galère quand même à lire, quoi. C'est compliqué. Elle m'a dit, force, quoi. À un moment donné, ça va marcher. Et donc, j'ai été très souvent, à l'époque, j'étais pas très loin de Virgin, sur les Champs-Élysées à Paris. Oui. Et donc, j'ai passé mes journées assis dans les rayons à Virgin à lire des bouquins sur des sujets, bien évidemment, qui m'intéressaient, qui me passionnaient. Et donc, je pense que c'est comme ça que ça m'a beaucoup aidé, quoi. Ça m'a apporté du vocabulaire, ça m'a amené à mieux lire et tout, etc., etc. Non, c'est génial, c'est génial. Et maintenant, tu écris un livre. Et maintenant, voilà, Voilà. c'est ça qui est dingue, c'est que j'ai écrit un livre, quoi. C'est ça qui est fou, quoi, qui est bientôt best-seller, hein. Donc, c'est assez fou, quoi. Génial. Félicitations et vraiment très inspirant. J'en profite. Allez, je le mettrai en incrustation le jour J. Le jour J. J'avais deux petites questions avant de conclure. Une première sur l'école de la vie, parce que voilà, l'école de la vie, ce que tu as monté, c'est quelque chose d'assez nouveau, novateur. L'école, c'est sûr, le centre entre guillemets de formation pour les parents, mais il y a aussi une partie pour les formateurs ou pour les enseignants, si je Ouais. me trompe pas. Tu peux m'en parler un petit peu plus? Qu'est-ce que Oui, vous alors, proposez? ouais, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est encore au stade de projet, hein. Cette école D'accord. n'existe pas encore, c'est encore un Ok. projet. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont peut-être se poser la question, pourquoi elle n'existe pas Oui. encore? Parce que ça fait du coup facilement 10 ans, hein. C'était vraiment un peu le point de départ qui m'a amené à mettre de l'énergie dans l'éducation. C'est que comme je fais les choses de manière intuitive, je sens que c'est pas encore le bon moment de me lancer dans ce projet parce que c'est pas qu'un petit projet, je pense que c'est un vrai projet de vie, tu vois. Ouais. Donc, Ouais. quand je sentirai que ce sera le bon moment, je mettrai de l'énergie dessus. Mais en attendant, moi, j'ai une liste de 17 projets sur mon bureau que j'ai envie de mettre en place. Donc, et comme je le fais de manière intuitive, enfin, bref. Comme ça vient. Donc, ouais, c'est ça, c'est quand ça vient. Et entre-temps, il y a d'autres idées. Donc, enfin, bon, c'est sans fin, quoi. Et cette école de la vie, figure-toi, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de gens qui se sont inspirés, en fait, de ça. Et donc, il y a Mm. déjà beaucoup d'écoles en France qui sont inspirées de l'idée que j'ai de l'école de la vie, avec, comme tu dis, ce centre de formation pour les parents, ce centre de formation pour les enseignants, une espèce de centre, on va dire, de connaissance de soi pour tout le monde, l'école, bien évidemment, hein, pour les enfants, Mhm. sur un terrain pour moi, qui serait idéal de permaculture, dans lequel on pourrait apprendre aux enfants justement comment
des animaux ils poussent, bien évidemment qu'on ait des poules, des animaux, etc., pour qu'ils comprennent. Moi, j'entends encore maintenant, il y a des enfants qui pensent que les œufs, ils viennent du supermarché, quoi. Mm. Donc, enfin, tu vois, qui comprennent quand même que ça ne vient pas du supermarché. Pareil pour les poissons panés, quoi. Enfin, bref, plein de petits trucs comme ça que je trouve assez hallucinants. Donc, les remettre dans la vie, d'où l'école de la vie, de manière intergénérationnelle, donc vraiment avec toutes les générations. Et puis, bah, surtout en s'inspirant de tous ces modèles qui existent déjà et qui fonctionnent bien. Donc, on parlait de Montessori, de Crowley, Summerhill, Mm. Freinet et tout, etc. Je pense qu'on peut vraiment faire un mix de toutes ces pédagogies, appuyer aussi d'autres outils maintenant pour accompagner bah, notamment les intelligences multiples, etc. On peut faire quelque chose de très sympa. Et donc, du coup, bah, il y a déjà des écoles qui sont lancées un peu dans cette direction. Je crois que la difficulté qu'ils ont encore à l'heure d'aujourd'hui, et je crois que je vais englober toutes les écoles alternatives, c'est le fait que le modèle économique n'est pas encore Ouais. viable, parce que ça repose sur les parents qui payent, comme je te disais, ben, en fonction de là où tu te trouves, relativement cher. Il y a des écoles qui ont réussi quand même à faire baisser le budget pour les parents, mais clairement, ce n'est pas accessible à tout le monde. Et c'est pour ça que moi, le projet que j'ai avec ce centre de formation pour les parents, les enseignants, le centre de connaissance de soi, je pense que techniquement, justement, financièrement, ça pourrait ramener, tu vois, d'autres sous hein, dans l'école et qui permettrait peut-être de baisser davantage le coût pour les parents. Mais quoi qu'il en soit, on sera toujours limité parce que ce n'est pas l'éducation nationale, c'est une école privée et donc on pourra accueillir X enfants sur l'école. Donc moi, je dis très souvent, ce qu'il faut faire, c'est pas créer des écoles alternatives. C'est vraiment pas du tout la solution. C'est bien là dans le moment parce que ça peut pallier à des besoins de parents, d'enfants, et tout, etc., même, voire même d'enseignants hein, qui créent des écoles alternatives. Mais c'est pas la solution. En fait, là, il faut qu'on mette tous de l'énergie. C'est montrer à l'éducation nationale qu'il y a plein de choses à l'extérieur, que c'est pas trop compliqué en fait de les intégrer, hein, parce que souvent on entend que c'est des questions de budget, qu'ils n'ont pas les sous, etc. Très souvent, quand même, c'est juste un regard à changer, Mm. tu vois, à se déconditionner en fait de tout ce qu'on nous a appris et puis à changer notre regard, à faire différemment, quoi. Donc, ça ne demande pas des sous. Et moi, pour moi, c'est ça en fait le vrai enjeu, c'est intégrer tout ce qui se passe à l'extérieur au sein de l'éducation nationale qui est en accès gratuit, c'est l'école publique. Donc, euh, donc Ouais. voilà, d'ailleurs, j'ai fait un livre qui s'appelle aussi Après l'école alternative, quel avenir pour mon enfant, qu'on retrouve facilement Mm. aussi. Et là, en fait, c'était hyper intéressant. J'ai interviewé 15 personnes qui sont passés par des écoles alternatives quand ils étaient plus jeunes, donc qui sont maintenant adultes, hein, ça va je crois, de 25 à 70 ans. Ils ont tous connu des pédagogies très différentes. Et sans spoiler le livre, ce que je trouve intéressant, c'est que à chaque fois, ce qui ressort de ce qu'ils sont maintenant, c'est qu'ils sont hyper en cohérence avec qui ils sont, avec leurs valeurs, avec leurs principes, etc., dans leur activité professionnelle et perso. Et très souvent, ils ont une vraie connaissance d'eux-mêmes. On parlait de connaissance de soi tout à Mm. l'heure. Ils ont une vraie connaissance d'eux-mêmes. Et donc, moi, de ce que j'ai compris en filigrane, je les sens très heureux et épanouis. Alors, tu vois, c'est un peu contradictoire avec ce que je disais tout à l'heure, comme quoi les écoles alternatives, c'est pas l'enjeu, quoi, c'est pas là où il faut mettre de l'énergie. Et d'un autre côté, enfin, c'est flagrant de voir que la plupart qui sortent de ces écoles, ouais, sont très bien dans leur vie, quoi, en fait, très, très en accord avec qui ils sont et souvent apportent du sens dans leur vie, même à la société, à l'humanité. Enfin, c'est assez incroyable, quoi. Et c'est des gens que je connaissais pas, hein, c'est des gens qu'on a été chercher, on a fait une annonce, il y a des gens qui ont répondu, et puis après, moi, je les ai interviewés, quoi. Ouais, comme quoi c'est intéressant et c'est peut-être plus une question de pédagogie plutôt que de l'école en elle-même. Et c'est vraiment ce travail justement qu'on doit faire, c'est peut-être insérer de nouvelles types, de nouvelles formes de pédagogie dans nos enseignements et dans nos formations, quoi. Oui, et pas que, d'accompagner aussi les enseignants, parce que les enseignants ne sont pas formés à tout ça. Tu vois, c'est trop facile de tirer sur les enseignants alors qu'ils ne sont pas Oui. formés à accompagner du mieux qu'ils peuvent en fait les enfants. On ne forme même pas à la gestion de groupe, qui est la base, quoi. En fait, tu as quand Mm. même 30 gamins qui sont en face de toi, donc tu as un groupe de 30 humains et on ne les forme pas à la gestion de groupe. Non, encore moins justement bah, à déceler les TDAH, les hypersensibles, à Mm. comment les accompagner, et tout, etc. Enfin, voilà, il y a un manque aussi, il faut le reconnaître, un manque cruel de formation pour ces enseignants. Et pareil pour les citoyens. Certes, à l'heure d'aujourd'hui, rien à voir avec 2003 quand j'ai créé mon entreprise. Maintenant, il y a plein d'outils, de conférenciers, de livres, de chaînes YouTube où on peut avoir des informations pour mieux apprendre à se connaître. Mais force est de constater qu'il y a peut-être, allez, 20% de la Mm. population, tu vois, qui chemine, quoi. Donc, il y a encore un grand besoin de communication autour de ça, quoi. Non, mais je te rejoins complètement là-dessus. Allez, pour conclure, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui nous regardent, qui se disent, voilà,
J'arrive à un âge adulte maintenant, je veux continuer quand même à apprendre, c'est pas toujours facile. Quel est ton retour, toi, ou retour d'expérience ou conseil? Bah, je rejoins ce que je viens de dire il y a 30 secondes, c'est qu'à Ouais. l'heure d'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour apprendre. Moi, de mon époque, je te dis, c'était vraiment pas le cas. Et là, je trouve que c'est génial. D'un côté, c'est génial, et d'un autre côté, ça peut être perturbant parce qu'il y a un flot d'informations. Et donc, ça doit être compliqué pour certains de faire le tri et de choisir les bons outils. Mais là, pour quelqu'un qui a envie d'apprendre, peu importe ce que c'est, hein, en termes d'apprentissage, on a vraiment suffisamment de bouquins, suffisamment de conférenciers, de chaînes YouTube, de formations en ligne. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. D'événements aussi. Il y a énormément de salons, de congrès, de colloques. Mm. Après, la démarche, peut-être, c'est peut-être à chacun d'être un peu curieux et de faire des recherches sur le net, tout simplement, des recherches dans une bibliothèque, je sais pas, à la Fnac, peu importe, mais de comprendre, et je reviens au tout début de ce que je disais, qu'on a cette responsabilité citoyenne, chacun et chacune. C'est qu'à chaque fois, si on attend des autres, du gouvernement, de l'éducation nationale, des politiques, du mainstream, de qui tu veux, quoi, de notre voisin, que les choses changent, c'est ce que disait Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Donc, prenons conscience en fait de cette responsabilité qu'on a. Déjà, incarnons ce qu'on a envie de voir en fait dans ce monde-là, et peut-être que les choses seront très différentes dans notre société. Enfin, j'en suis vraiment convaincu. Je te rejoins. Merci beaucoup, Julien. J'en profite. Petit incart pub, hein. Allez voir C'est quoi le bonheur pour vous, que ce soit le livre aussi, le film, l'école de la vie, bien sûr. Alors, le festival, le congrès, le film. Voilà, n'hésitez pas, le film est sur Prime, hein, tu me disais, c'est ça pour l'école de la Oui, vie. ouais, l'école de la vie, une génération pour tout changer, il est sur Prime Video, ouais, tout à fait. Voilà. Mais ainsi Et que C'est puis, quoi le bonheur aussi. Mais C'est quoi le bonheur, il est aussi en accès gratuit sur YouTube. bon, génial. Voilà, ça permet à ceux qui n'ont pas Prime d'en profiter aussi. Et puis, le magazine Innovation en éducation, c'est super intéressant, très riche. Et vraiment, moi, je l'attends tous les mois avec grande impatience. Donc, Est-ce que merci tu as reçu beaucoup, le 17 Julien. là? Tu as reçu sur les sujets tabous? Il doit être dans ma boîte aux lettres ou pas loin. Je ne Ah, l'ai ok, pas encore reçu. il est Je l'ai pas encore encore super. reçu. Je l'ai reçu ce Bon, matin, moi, il est top. ah ouais, il devrait. Écoute, j'ai pas regardé le courrier, mais il devrait arriver. Ça Merci va. beaucoup, Julien. Merci à Un toi. dernier. Merci. Si tu as un dernier mot, je te laisse la parole pour conclure, si tu Et as quelque ben, chose à prenez rajouter. soin de vous, les amis. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci.